Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes littéralement aux anges aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo estivale pour aborder encore un des nombreux sujets sortis tout droit de l'imagination incroyable de J.K. Rowling. Aujourd'hui, on a eu envie de vous parler un peu de l'évolution des baguettes magiques dans Harry Potter, mais sous l'angle un peu particulier de Harry Potter et l'enfant maudit. Alors, vous vous dites que cette vidéo n'a absolument ni queue ni tête, mais en réalité, ça fait très longtemps que nous n'avions pas eu l'occasion de faire une vidéo portant un peu sur les questions relatives aux collections. Et comme nous sommes de très grands collectionneurs, nous adorons pourtant en faire. Aujourd'hui, on a voulu donc vous parler un peu des baguettes de Harry Potter et l'enfant maudit qui font partie des baguettes peut-être les moins connues de la communauté des fans de Harry Potter, alors qu'elles ont le mérite d'être en réalité absolument superbes et surtout sont réalisées, ou plutôt étaient réalisées, en bois jusqu'il y a encore peu de temps pour les collectionneurs. Les baguettes de Harry Potter et l'enfant maudit ne sont peut-être pas aussi célèbres que celles que l'on a pu rencontrer dans les adaptations cinématographiques de notre jeune sorcier. Alors, certains seront étonnés car il est de coutume de penser que la production s'est occupée tout simplement de transposer des accessoires de tournage du cinéma vers la pièce de théâtre. En réalité, la vérité est tout à fait différente et surtout beaucoup plus intéressante. Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que de prime abord, la production de Harry Potter et l'enfant maudit n'avait absolument rien à voir avec la Warner Bros. Et donc avec l'extraordinaire expérience des tournages à rallonge qui se sont déroulés pendant plus de 10 années au studio de Leavesden. La Warner Bros. N'a pris en réalité la main sur Harry Potter et l'enfant maudit qu'en 2019, véritablement, sans que cela d'ailleurs ne vienne remettre en question les attributs propres de la pièce. La production de la pièce de théâtre a pu donc grandir dans un univers scénaristique et visuel tout à fait différent de celui des films et quelque part c'est une immense chance. Si les films ont été, pour la plupart, une véritable réussite, et même plus que ça, tant d'un point de vue artistique qu'en tant que phénomène culturel, il faut bien reconnaître que cela fut une chance pour la pièce de ne pas devoir adapter des contraintes cinématographiques à une scénaristique pour le coup très différente qui est celle du théâtre. Les deux domaines, même s'ils ont de très nombreux points communs, n'ont ni la même finalité, ni ne répondent exactement au même code ou aux mêmes logiques. Forcément, lorsque l'on aborde la question de Harry Potter, il est difficile, voire même impossible, de mettre de côté la question des baguettes magiques. Cela va avec tous les attributs du parfait sorcier. De plus, à la lecture de la pièce de J.K. Rowling, on voit bien que les baguettes ont une importance sur la conduite des opérations qui vont se dérouler sur scène. Il est donc nécessaire pour le coup de s'y adapter. On ne peut absolument pas contourner le sujet. L'histoire des baguettes magiques dans Harry Potter a évidemment débuté dans les livres, mais c'est surtout dans les films qu'elles vont trouver leur lettre de noblesse, notamment avec la commercialisation qui en découlera sur tous les supports possibles et imaginables dans nos collections. Pourtant, l'histoire des baguettes magiques, déjà au cinéma, ne fut pas, disons-le, un long fleuve tranquille, bien au contraire, dans la mesure où il y a eu de multiples évolutions, tant en termes de style que d'attribution à tel ou tel personnage. Le cas de figure le plus connu est évidemment par exemple la baguette du héros principal, Harry Potter, qui entre le premier volet et le troisième volet a déjà connu 3 évolutions, 2 mineures et une majeure, avant d'en arriver à celle que nous connaissons aujourd'hui. Cela fut grosso modo à peu près le même ratio, à peu de choses près, pour tous les principaux protagonistes de la saga. On peut notamment expliquer cette situation par des conceptions radicalement différentes dans la réalisation, notamment par exemple des 2 premiers opus et du troisième. Une fois n'est pas coutume, Alfonso Cuarón, réalisateur de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, a eu la bonne idée d'œuvrer jusque dans les moindres détails à un film très différent d'un point de vue visuel des 2 premiers. On dit que le diable est dans les détails, le fait est que Alfonso Cuarón a eu le nez creux car visuellement les 2 films n'ont absolument rien à voir et surtout grâce à des détails aussi anecdotiques que les tenues ou les baguettes magiques, il a su parfaitement donner corps à l'imagination de J.K. Rowling, là où Chris Columbus s'est davantage occupé de construire un univers plus global. Au fur et à mesure des baguettes, on connu des évolutions plus ou moins majeures, certaines ont même carrément changé du tout au tout, comme ce fut le cas pour Maugrey Folleuil. Mais c'est les règles du cinéma, c'est comme ça que ça se passe avec les accessoires. Plusieurs milliers de baguettes furent utilisées à l'occasion des 8 films, au fur et à mesure de la casse, du vol et aussi des accidents de tournage. Bref, ce fut une véritable gabegie entre guillemets de moyens. Mais comme on le disait précédemment, il y a quand même une très grande différence entre d'un côté le cinéma et de l'autre côté le théâtre. Au cinéma, les baguettes sont finalement assez invisibles de l'œuvre, en dehors de quelques scènes très particulières et de quelques baguettes très particulières elles aussi, comme celle de Voldemort, comme celle de Harry Potter, comme celle par exemple de la baguette de Suro, et 2 ou 3 autres baguettes en passant par-ci par-là. La plupart, évidemment, passeront inaperçus pour quelqu'un qui concentre entre guillemets son esprit sur d'autres choses dans le film. Les images, sur 2h30, se succèdent à un rythme totalement effréné, et il est tout à fait normal que cela ne soit pas le point d'attache le plus important du film, évidemment, pour les spectateurs. Cependant, au théâtre, les choses sont tout à fait différentes, et encore plus dans le cadre de Harry Potter et l'enfant maudit. D'une part, la pièce dure près
près de 6 heures, ce qui demeure quand même relativement long, même si pas assez long à notre goût, et veut donc dire grosso modo que les spectateurs vont avoir le temps d'observer une foule de détails dans tous les sens, des décors aux costumes en passant par les baguettes évidemment. D'autre part, il y a aussi le sujet également des spectateurs qui se posent, notamment au travers du fait que parfois certains spectateurs peuvent avoir des places pour le coup très en hauteur ou très éloignées de la scène. Il faut donc des baguettes suffisamment grandes pour être vues et qui doivent donc répondre à des caractéristiques extrêmement différentes de celles nécessaires pour des caméras de cinéma. Par ailleurs, autre différence qui existe entre les deux milieux et qui a quand même son impact nécessairement sur la question des baguettes magiques, c'est que si au cinéma tous les effets spéciaux sont travaillés soit sur le plateau soit en post-production, il n'y a pas besoin d'accessoiriser les baguettes. Sur une scène de théâtre, la situation est évidemment tout autre dans la mesure où les sortilèges se pratiquent en live et en direct sous vos yeux. Évidemment, cette fois-ci, il n'y aura pas le filtre du numérique comme au cinéma, on est dans le vrai, on est dans le réel. Comme en plus, cette pièce est jouée par des moldus pour des moldus, nécessairement, on n'a rien trouvé de plus intelligent que de faire passer tout un tas de mécanismes là où on pouvait pour démontrer que la magie existe bien. Outre le fait que les effets spéciaux sur scène sont absolument fabuleux, il faut quand même bien comprendre que les baguettes telles qu'elles apparaissent dans les films seraient absolument beaucoup trop fines pour être véritablement visibles de l'ensemble des spectateurs. Alors, on vous rassure immédiatement, les baguettes de Harry Potter et l'Enfant Maudit n'ont absolument pas la taille d'une perche d'athlétisme. Attention, cela reste des baguettes assez classiques, mais avec une histoire différente de leurs jumelles cinématographiques et qui demeure pour le coup quand même très intéressant. Quand la production de Harry Potter et l'Enfant Maudit a débuté, forcément la question s'est très vite posée de savoir ce qu'on allait bien pouvoir faire en réalité pour les baguettes. Il fallait définir les types de baguettes employées, les matériaux, les designs, les appartenances, se poser la question de savoir s'il fallait coller au film ou non. Bref, il y avait tout un tas de questions auxquelles il fallait répondre et surtout répondre correctement. Évidemment, sur une pièce de cette ampleur, il y a tout un pool d'accessoiristes, de designers, d'artistes qui s'occupent de dessiner, de concevoir, de réaliser les mille et une choses que l'on ne verra pas apparaître directement sur scène, mais qui seront là, on va grosso modo du simple livre jusqu'aux éléments les plus grandioses des décors, et forcément au milieu de tout cela, il y avait la question des baguettes. Très rapidement arrive donc la certitude qu'il faudra au moins deux types différents de baguettes, une classique et une un peu plus épaisse, mais à ce moment-là on ne sait pas exactement à quoi elle devrait ressembler. Les artistes vont se plonger donc dans la littérature rowlingienne, décrypter la moindre ligne de dialogue et de détails capables d'identifier telle ou telle baguette pour les personnages principaux. Ils reprennent chacune des descriptions, notent tous les détails, relèvent les différents bois utilisés, les caractéristiques particulières, la manière dont elles évoluent au fur et à mesure de l'aventure, ils posent aussi des questions à J.K. Rowling, et forcément à un moment ou à un autre on se tourne aussi vers celle des films, on les observe, on les scrute sous tous les angles, on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est utilisable, ce qui ne plaît pas, ce qui n'est pas non plus utilisable, enfin bref, on se pose tout un tas de questions, c'est un travail extrêmement minutieux, presque même millimétrique, tant il faut compiler de données. Il y a en gros une dizaine de baguettes particulièrement importantes, celles des personnages principaux, mais il y a aussi 50 ou 60 autres baguettes à imaginer, grosso modo une par acteur de la pièce. Cela fait évidemment beaucoup, surtout que les temps de production sont serrés et que le casting et les répétitions battent déjà leur plein. John Tiffany, co-auteur de cette pièce, va très rapidement inviter d'ailleurs chacun des artistes à créer sa propre baguette, et c'est ce design qui sera généralement retenu en dehors du casting principal pour des raisons évidentes. Pendant ce temps-là, les accessoiristes vont finir de designer les premiers jets des baguettes de Harry, Ron, Hermione, Draco, Ginny et leurs enfants. Elles collent à l'esprit même de ce qu'a décrit J.K. Rowling avec une certaine liberté d'interprétation, évidemment validée comme il se doit par l'auteur, elle-même comme chaque parcelle de la pièce. Le design réalisé, la production va se tourner vers un artisan pour réaliser des prototypes de baguettes. Prototypes qui s'avèrent être complexes à mettre en œuvre, tant elles peuvent parfois être fragiles en fonction du bois utilisé. On fait donc des corrections, change quelques détails à droite, quelques détails à gauche pour les rendre plus ergonomiques, plus faciles à manier, et ensuite on les envoie directement en répétition. Pendant ce temps-là, on s'attaque à la question des fameuses Wonky Wands. Alors les Wonky Wands, c'est des baguettes que l'on pourrait traduire comme étant des baguettes bancales, mais l'expression n'a pas exactement de traduction tout à fait exacte en français, mais en réalité en fait il s'agit de baguettes qui seront en fait équipées pour produire des sorts comme faire jaillir des flammes, de la lumière ou des sons. La problématique c'est comment par exemple faire sortir du feu d'une baguette déjà fragile de base et qui s'avère par ailleurs être en bois. Vous avez évidemment 2 heures. Forcément, à force de chercher, ils vont trouver, alors non pas du pétrole, ce serait bien pas pratique par les temps qui courent, mais une solution qui va permettre, en tout cas finalement de tout concilier une bonne fois pour toutes, va être identifiée au fur et à mesure. La majorité des baguettes seront en bois et certaines, pour des actions extrêmement spécifiques, seront en réalité en caoutchouc ou en résine en fonction de leur utilisation. C'est ainsi que les deux styles de baguettes vont réussir à trouver une cohabitation à peu près harmonieuse dans le spectacle sans que le spectateur évidemment ne voit la différence. C'était évidemment quelque chose de difficile à concevoir, mais il fallait absolument que cela fonctionne pour assurer le succès de la pièce.
Alors, pour en revenir évidemment aux baguettes en elles-mêmes et au côté descriptif de ces petites merveilles que nous adorons voir dans notre collection, il faut savoir qu'elles sont à ce stade au nombre de 5 baguettes, dont 2 sont devenues aujourd'hui très dures à trouver. Il faut dire que le merchandising de la pièce ne peut être acheté qu'aux entr'actes de la pièce en étant muni d'un billet ou sur le site internet du show, mais à chaque fois avec des frais d'expédition et de douane relativement élevés. On compte celles de Harry Potter, d'Hermione Granger, de Ron Weasley et évidemment d'Albus Severus Potter et de Scorpius Malfoy. Ces derniers temps, il est devenu d'ailleurs particulièrement difficile, même impossible, de trouver celle de Hermione Granger, mais aussi celle de Ronald Weasley pour d'obscures raisons, peut-être à cause des difficultés d'approvisionnement liées au Covid-19. Mais à ce stade, elles sont devenues tellement rares qu'elles sont très recherchées et se vendent même parfois à prix d'or. Chacune de ces baguettes a reçu évidemment, au moment de la production de Harry Potter et l'Enfant Maudit, un traitement tout particulier. Il fallait encore une fois coller le plus possible aux livres et aux descriptions données par J.K. Rowling sans pour autant être complètement braqué dessus. Les baguettes ont été réalisées par de véritables artistes, il était donc on ne peut plus normal qu'il y ait une forme de liberté artistique qui soit accordée aux artistes. Il ne faut pas non plus être plus rowlingien que Rowling elle-même. On préfère prévenir car on pourrait toujours nous dire qu'il y a une incohérence absolument majeure et fondamentale car une baguette, tenez-vous bien, ferait 1,04 mm de plus que ce qui a été décrit dans le livre. Non, on blague, mais on ne sait jamais, on sait que Harry Potter et l'Enfant Maudit est parfois un très gros sujet de discorde entre les fans, donc on préfère se méfier. Dans les faits, si on s'intéresse évidemment à la baguette magique de notre héros préféré, à savoir Harry Potter, on constatera assez rapidement qu'il y a tout de même une certaine forme de ressemblance avec celle de Harry Potter dans les films. On reconnaît le côté un peu massif finalement de la baguette, assez abrupte, assez naturelle. Elle a été conçue pour évoquer en réalité les racines d'un arbre et donc les ramifications profondes qui le lient à sa propre famille, celle du passé mais aussi celle du présent. On voit apparaître d'ailleurs différentes artères sur le manche qui ont tendance à replacer Harry comme étant le centre de ces histoires et aussi le cœur battant de cette nouvelle famille. Cette baguette est pour le coup très bien réalisée et se trouve être constituée en bois de houx, un bois noble, difficile à travailler mais qui permet d'avoir un rendu pour le coup particulièrement réussi. C'est une baguette à la maniabilité assez souple et qui mérite d'être dans n'importe quelle collection. Légèrement plus longue que sa jumelle de l'adaptation cinématographique, elle demeure pour le coup un peu plus large dans sa reproduction mais conserve cependant une certaine forme de noblesse. Pour celle de Ginny, elle diffère là aussi de sa jumelle vue dans les films, mais reste quand même, cependant on vous rassure, aussi connectée en quelque sorte. Selon la designeuse en charge, Christine Jones, elle a voulu donner à la baguette de Ginny Weasley une forme relativement chaleureuse qui embrasse la paume de la main comme on accueille un ami en quelque sorte. Mais c'est aussi une baguette rigide qui exprime une certaine forme de fierté et de droiture avec un noyau particulièrement ferme. La baguette est constituée d'un bois de if et n'est malheureusement pas disponible à ce stade à la vente, mais vous pouvez évidemment compter sur nous pour être particulièrement à l'affût de toute sortie de cette baguette un jour ou l'autre pour pouvoir l'ajouter évidemment à notre collection. Passons maintenant à la baguette de Ron Weasley, qui est pour le coup tout à fait différente de la baguette que l'on peut apercevoir dans les adaptations cinématographiques de Harry Potter. Elle n'a même en réalité en fait pas grand chose à voir avec sa jumelle cinématographique. Celle de Ron Weasley a été conçue pour être un peu à l'image de son personnage dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, c'est-à-dire plus légère que les autres, moins combative. Elle est assez dépouillée et demeure même assez rigolote au final quand on l'observe. Elle correspond très bien au caractère très évolutif de son personnage dans cette pièce, où l'on découvre un Ron désireux de se caser plutôt que de courir derrière les aventures ou devant des ennemis qui lui courent après, ça dépend d'ailleurs d'où on se place en réalité. Trêve de plaisanterie, la baguette est réalisée en bois de châtaigne, ce qui évoque là aussi une certaine forme de réconfort. Pour ce qui est de la baguette de sa femme, Hermione Granger, ministre de la magie en exercice dans cette 8e aventure de Harry Potter, il a été fait le choix de donner une baguette là aussi bien différente de celle des films, sans pour autant qu'on ne puisse pas non plus y reconnaître certains aspects très particuliers. Compte tenu de la position du ministre de la magie qu'elle est, c'est-à-dire au sommet de la chaîne alimentaire politique du monde magique, il était nécessaire de doter Hermione Granger d'une baguette qui illustre parfaitement cette position d'autorité et de pouvoir. Il a été donc fait le choix de la doter d'une baguette en bois de vigne, un bois noble, souvent multicentenaire, et qui illustre parfaitement, dans une dimension allégorique, les valeurs qui sont aussi celles d'Hermione Granger. La baguette en soi est là pour rappeler la force, l'autorité, mais aussi le bon sens. Autre baguette à être réimaginée dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, celle de Draco a connu, comme toutes les autres, des modifications substantielles au fur et à mesure des films. Pour la pièce de théâtre, il a été décidé de faire de la baguette de Malfoy l'une des baguettes peut-être les plus élégantes qui soient. En effet, elle rappelle les origines nobles et moyenâgeuses de la famille Malfoy avec une certaine forme d'élégance naturelle, aussi bien noble qu'élégante. La baguette de Malfoy est aussi dotée d'une certaine dimension, peut-être un peu contradictoire, notamment parce qu'elle possède un noyau pour le moins très intègre, ce qui le distingue
évidemment de ses parents et notamment de son propre père en particulier. Sa baguette en bois d'aubépine est l'une des préférées d'ailleurs du casting. Malheureusement, tout comme celle de Ginny Weasley, elle n'a jamais été mise en vente à ce jour, mais nous espérons bien évidemment que cet oubli sera vite un jour corrigé. Et puis, forcément, il y a donc deux baguettes qui sont pour le coup totalement originales, puisque nous ne les voyons absolument pas apparaître dans Harry Potter et le relique de la mort partie 2, et pour cause, ce sont celles d'Albus Severus Potter et de Scorpius Malfoy. Deux héros présents dans l'épilogue de l'aventure de Harry et qui se retrouvent au centre, comme vous le savez, de Harry Potter et l'enfant maudit pour les raisons évidemment que l'on connaît. Pour la première fois, les artistes de la saga n'ont pas eu à se poser véritablement la question de savoir à quoi pouvaient ressembler les baguettes de ces deux personnages dans les adaptations cinématographiques de Harry Potter. Ils étaient donc beaucoup plus libres, d'autant plus que J.K. Rowling n'avait pas établi de prérequis sur ces baguettes pour ces deux personnages, ce qu'elle a d'ailleurs fait par la suite, fidèle à sa manière de tout imaginer et de tout corriger par deux fois. Ainsi, la liberté artistique des concepteurs de baguettes a été franchement quasi totale et ils ont pu exprimer avec brio leur talent. Nous allons commencer par la baguette d'Albus Severus Potter. Très rapidement a été imaginée en fait une baguette capable de refléter l'anxiété et l'inquiétude qui habitent en permanence Albus Severus Potter et ne les laissera jamais tomber d'ailleurs durant toute l'aventure de Harry Potter et l'enfant maudit. La baguette est sur tout son manche recouverte d'un certain nombre de bourgeons, tels que nous pouvons les voir sur un arbre en pleine période de floraison. Il faut y voir là, évidemment, bien entendu, une allégorie à la période très difficile que traverse Albus Severus Potter à la recherche de lui-même. Alors, on pourrait penser que cette réalisation ne rend pas nécessairement la prise en main de cette baguette très agréable, mais pourtant c'est absolument tout le contraire. On pourrait presque parler d'ailleurs même d'un côté réconfortant. Pour le bois, ils ont décidé d'utiliser du bois de cerisier, ce qui rajoute une dose d'insouciance mais aussi de naturel à cette baguette. Pour le coup, elle diffère vraiment en style de toutes les autres baguettes. C'est aussi le cas d'ailleurs de celle de Scorpius Malfoy, qui est dans un style encore bien différent des autres baguettes que nous avons pu découvrir dans cette vidéo. Celle de Scorpius Malfoy révèle en réalité à quel point le personnage de Scorpius est un personnage qui souffre, qui est torturé, qui compte en fait les blessures, les brimades, les moqueries de la vie. Les artistes ont donc tout naturellement décidé de créer la baguette comme étant un véritable prolongement de sa propre personnalité. Sur la baguette, on remarquera notamment des inscriptions qui semblent pour le coup pas du tout liées à la fabrication de la baguette en elle-même, mais qui sont en fait des marques réalisées par Scorpius pour compter les jours le séparant de son arrivée à Poudlard. Scorpius, vous le savez, en effet attend ce moment avec beaucoup d'impatience car il souhaite plus que tout faire son entrée enfin officielle dans le monde de la magie, alors qu'il vit quand même relativement reclus jusque-là dans la famille Malfoy. La baguette de Scorpius Malfoy a été exécuté en bois de saule, l'histoire ne dit pas si c'est celui du saule-cogneur, mais blague à part, il s'agit véritablement d'une très très belle baguette, aussi bien dans sa représentation très complexe que dans la symbolique évidemment qu'elle dégage. Vous l'aurez compris, les baguettes de Harry Potter et l'enfant maudit sont très loin d'être des baguettes anecdotiques. Elles ont toute une histoire singulière, une caractéristique propre, une singularité même, dirons-nous. Très sincèrement, ce sont des objets de collection que nous adorons et que nous trouvons pour le coup absolument fabuleuses à posséder. On espère véritablement qu'ils continueront effectivement à en sortir, pourquoi pas, au fur et à mesure du développement de la pièce de théâtre dans différents pays du monde. Pour nous, vraiment, ça fait partie des objets de collection à part entière. Alors certains diront, ouais, mais c'est pas celle des films. Bah oui, mais celles des films ne sont pas celles non plus du théâtre. Donc là, pour le coup, nous vraiment, on adore collectionner les deux styles de baguettes. Ça nous va tout à fait. L'une vient compléter l'autre. Et puis on peut imaginer effectivement que les baguettes des adultes peuvent connaître des évolutions au fur et à mesure dans le monde magique. Pourquoi pas, c'est pas quelque chose qui a été énormément disserté dans les livres de J.K. Rowling. Donc au final, là-dessus, si certains voulaient parfois créer à l'incohérence, ce qui est le mot clé quand on parle de Harry Potter et l'enfant maudit généralement pour beaucoup de gens qui n'aiment pas cette œuvre, bah là en l'occurrence d'incohérence il n'y a pas, puisque en réalité on n'en sait rien, que très probablement, en tout cas quand on regarde tout ce qui a été fait comme travail de recherche pour la création de ces baguettes, on a le sentiment quand même qu'on est dans des versions qui ressemble un petit peu plus à celle du livre qu'à celle du film. Mais bref, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Nous, ça nous a fait très très plaisir de pouvoir vous parler des baguettes magiques de Harry Potter et l'enfant maudit, parce que vous savez qu'on adore ce texte, on adore cette pièce de théâtre et on s'est absolument régalé en allant la voir au mois de juillet. Donc on espère véritablement que vous aurez l'occasion, entre guillemets, vous aussi un jour de la découvrir, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez fantastique et d'assez incroyable à voir de ses yeux. Donc on souhaite vraiment que ça puisse vous arriver un jour. Et puis on se tient au courant évidemment dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, avec plein de nouvelles informations sur Harry Potter et l'enfant maudit, parce qu'on continuera évidemment à vous parler de cette pièce de manière très très régulière. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit like pour nous encourager à créer toujours plus de contenu, et donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures dans le monde magique.